Bonjour à tous et à toutes, surtout peut-être à toutes. Je suis ravie d'animer cette première table ronde intitulée Women in Tech, des femmes engagées pour le numérique. Alors, Women in Tech, on va s'attarder juste 2 secondes sur ces quelques lettres qui résonnent beaucoup. Quelques lettres juste, mais qui résonnent beaucoup. Alors, notamment pour ma rédaction Chute Magazine, dont je suis l'une des fondatrices de Chute Magazine, qui est un magazine qui a été créé avec ce premier numéro intitulé La femme et l'avenir de la tech. Women in Tech aujourd'hui, alors depuis plusieurs années, c'est devenu un claim, c'est devenu même un hashtag qui prend de plus en plus d'ampleur sur les réseaux sociaux, par exemple sur Twitter. Et c'est peut-être un hashtag qui grandit à mesure que la tech grandit elle-même, qu'elle devient un enjeu économique, on l'a vu, très important, surtout des enjeux de société majeurs de notre époque. Et puis Women in Tech, c'est une prise de conscience, la prise de conscience de ce secteur largement dominé par les hommes. Et c'est aussi surtout la nécessité aujourd'hui d'agir, et d'agir pas n'importe comment, d'agir collectivement pour avoir plus d'impact. Women in Tech, bien sûr, eh bien, ce sont des femmes. Alors, elles ont des profils très divers. Elles sont entrepreneuses, start-upeuses. Elles travaillent dans des grands groupes. Elles travaillent dans des associations, des collectifs. Et elles se mobilisent pour changer la donne, pour faire en sorte que ce secteur soit plus mixte et plus égalitaire. Il y a même de plus en plus de chercheuses. Ça, c'est un point que je trouve vraiment intéressant aussi. Des chercheuses qui en font leur objet d'étude, en fait. Isabelle Collet, Anne-Marie de Kermarek, qui ont publié des ouvrages fondateurs sur ce sujet à Women in Tech. Donc aujourd'hui, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir 5 Women in Tech, toutes très différentes mais unies dans le même combat pour rendre donc ce secteur plus mixte. Nous sommes ravis d'accueillir autour de cette table ronde à nouveau Clara Chapaz, directrice de la mission French Tech. Bonjour, rebonjour. Rebonjour, merci beaucoup. Je suis là. Lucie Luffman, rebonjour également, directrice de la connectivité du groupe Engie. Bonjour. Rebonjour. Bonjour Sophie. Joséphine Goub, vous êtes cofondatrice de la start-up Systech. Bonjour. Bonjour. Solène Beauquillon-Leguaziou, vous êtes secrétaire générale des Digital Ladies Analyze et vous êtes également cofondatrice de la start-up SoftKids. Bonjour. Bonjour. Et Salma Bakouk, vous êtes la CEO de la start-up Sifflé. Bonjour. Tout à fait, bonjour. Eh bien, ravie de vous accueillir toutes. J'ai l'impression que ça fonctionne. Ok, faut être un peu plus près. Ok, très bien. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet sur toutes les actions que vous menez, elles sont nombreuses, il serait peut-être intéressant de connaître le moment qui a pour vous fait que vous avez décidé de vous engager sur ce sujet, Women in Tech. On l'a rappelé tout à l'heure, les chiffres sont très bas, entre 20-23% voilà, de femmes qui travaillent dans la tech. Et effectivement, c'est encore plus bas quand on parle des profils techniques, on est plutôt aux alentours de 10%. Mais vous avez décidé de vous retrousser les manches. Alors, à quel moment vous avez choisi d'en faire un combat? Peut-être, Clara Chapaz, pour commencer, peut-être ce qui serait intéressant serait de voir s'il y a quelque chose par rapport au fait de diriger aujourd'hui une entreprise de la tech, parce que voilà, il y a peu de femmes dans la tech et il y en a encore moins qui dirigent la tech. Il y a peut-être un chiffre à ce sujet à rappeler? Oui, quand on pense en tout cas aux cofondatrices de start-up, donc qui sont encore souvent dans des positions de CEO, les équipes 100% féminines ne représentent que 8% de toutes les start-up. C'est un chiffre qui est vraiment en progrès. On était à 5% il y a seulement 2 ans. Donc on voit qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a des avancées, qu'il y a de plus en plus d'entrepreneuses qui se lancent et je ne peux que les encourager dans cette voie. Mais 8%, c'est quand même pas encore tout à fait paritaire. Loin de là. Et les équipes mixtes avancent elles aussi, mais on est aux alentours de 16%. Pareil, une belle augmentation, parce qu'on était plutôt autour de 10% il y a 2 ans, mais qui reste quand même relativement en retrait. Les licornes également, on en parlait tout à l'heure de ces... Exactement, si on passe au niveau des entreprises, donc des scale-up, les entreprises qui ont le plus grandi et qui se sont le plus développées et on accompagne dans un programme qu'on appelle le French Tech 120 Next 40, qui accompagne les 120 entreprises de la French Tech qui sont les plus avancées d'un point de vue purement économique, donc hyper-croissance et levée de fonds. On a à l'heure actuelle 14 femmes sur les 120 dans la promotion 2022. C'est 2 fois plus que l'année dernière, donc c'est encore une fois un vrai progrès. Mais 14, c'est assez loin, encore une fois, de la parité. Et le Next 40, on n'a malheureusement aucune femme cofondatrice et CEO. Il y a 3 cofondatrices, mais elles ne sont plus en position de management.
On voit que les choses changent. On a une véritable accélération, on a cette prise de conscience dont je parlais. Et moi, je trouve ça plutôt encourageant de voir que dans le French Tech 120, les choses s'améliorent parce que le French Tech 120 est quand même plus une photo de l'écosystème tech d'aujourd'hui que le Next 40, dont l'âge moyen des entreprises a une dizaine d'années. Mais cependant, les choses ne vont pas du tout assez vite. Donc on ne peut que se mobiliser pour aider aux avancées. C'est ce constat en particulier qui vous a justement, qui vous donne envie aujourd'hui au sein de la mission French Tech de faire évoluer les choses ? Complètement. En fait, moi, j'ai eu tout à l'heure Sophie parler d'éducation, que son frère avait reçu un ordinateur dont j'ai oublié le nom. Moi, j'ai eu la chance finalement de jamais m'être posé cette question en grandissant. Avec mon frère, on montait et démontait des ordinateurs. On passait une grande partie de nos week-ends à faire ça. Peut-être parce que ma mère était prof de sciences, peut-être parce que voilà, ça n'a jamais été une question genrée dans ma famille et j'ai vraiment eu la chance de bénéficier de ça. Mais je me suis rendu compte beaucoup plus tard, au moment où j'ai commencé ma carrière déjà dans la tech en Asie, que très très souvent, j'étais la seule femme dans les réunions. Et en fait, on a du mal à s'en rendre compte jusqu'au jour où on en prend conscience. Et là, ça devenait une obsession. Il n'y avait pas un seul meeting où je ne me mettais pas à compter le nombre de femmes. Et souvent, c'était 1. Et ça devenait vraiment quelque chose qui m'obsédait. Mais pourquoi ? D'où ça vient ? Comment ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire ? Et du coup, une fois qu'on a conscience de ça, on se rend compte de tous les biais derrière. Parce qu'on n'a pas forcément la même façon de prendre la parole, d'imposer ses idées. Je suis plutôt quelqu'un qui est assez à l'aise. Mais en fait, même malgré ça, on est face à une dynamique de groupe. Je crois qu'il y a un chiffre qui dit à partir du moment où dans n'importe quel groupe, que ce soit un groupe professionnel, un groupe d'amis, un groupe scolaire, etc., s'il y a plus de 30%, s'il y a une des types de personnes qui a moins de 30% dans ce groupe de représentation, il y a forcément une discrimination. Parce qu'il y a des comportements qui vont se ressembler et du coup, forcément, la minorité va en pâtir. Donc c'est quelque chose que j'ai vécu dans le milieu professionnel et je me suis toujours, au plus tôt que je me souvienne, engagée sur ces sujets parce que j'avais envie de montrer que c'était possible et d'encourager toutes les personnes que j'ai pu rencontrer sur ma route à faire de même. Lucie Lofman, vous travaillez au sein d'un grand groupe, comme vous le disiez tout à l'heure. La tech n'est pas venue, vous m'expliquez ça en off, elle n'est pas venue tout de suite à vous. Vous étiez d'abord économiste et puis vous êtes rentrée dans la tech. Est-ce que cet engagement pour plus de femmes dans la tech, il est né au moment où vous avez eu cette déviation, ce changement de parcours ? C'est venu après ? C'est venu quand en fait ? Question piège. La question qui tue. Non, mais ça rejoint ce que disait Clara, quoi. C'est d'abord, effectivement, moi, je suis pas ingénieure de formation, je suis économiste. Alors certes, économiste, mathématiques, c'est genre la fille. Je voulais faire des sciences, puis j'ai fait des sciences molles, mais quand même, j'aimais des maths parce que ça fait plus scientifique, quoi. Non, je rigole. Mais ça... Oui, bref. C'est comme école de commerce. Oui, c'est ça. Des maths. Mais et les sujets que je traitais en fait en économie, et quelque part, on fait que je suis tombée dans la tech et que ensuite la tech a pris le pas et puis qu'il fallait vraiment que je comprenne et puis mais c'est pas pour la tech en elle-même que j'ai fait ça en fait, c'est parce que la tech c'est utile. Ça sert à quelque chose en fait, et ça sert à améliorer la vie des êtres humains, ça sert à améliorer l'utilisation des ressources de la planète, ça sert à faire qu'on est mieux. Voilà, c'est ça qui m'intéressait, puisque en tant qu'économiste, le sujet de l'économie, c'est la croissance, l'utilisation des ressources, etc. Alors il y a eu toute une période de l'économie qui était plutôt utilisatrice, sans vraiment se préoccuper de la fin du monde entre guillemets, si je caricature vraiment violemment, quoi. Et petit à petit, l'économie a quand même commencé à s'intéresser à la RSE et puis comment on peut faire mieux. Voilà. Et puis dans le comment on peut faire mieux, il y a le sujet des femmes aussi, quoi. Voilà, tout simplement. Et je pense que le croisement entre économie et technologie, et comme Clara, je me suis retrouvée, et ça continue encore beaucoup, dans des réunions où je suis la seule femme, quoi. Et non, quoi. Pourquoi ? Alors, j'ai de la chance, je travaille dans un grand groupe dirigé par une femme. C'est déjà une première brique, mais c'est pas suffisant. Voilà, il faut que des femmes... Pourquoi dans des réunions où on parle de trucs un peu tech,
on se retrouve toute seule. Voilà. Pourquoi on n'est pas 50-50, comme dans plein d'autres réunions où finalement c'est le cas. Voilà. Donc mon engagement, il est venu, j'allais dire, petit à petit, parce que dans ma promo d'économie, on était 2 filles. Donc ça avait déjà commencé à l'époque. Que ensuite, quand je suis rentrée dans le milieu professionnel, j'étais généralement la seule femme sur les sujets que je traitais, en fait. Et que c'est juste pas normal. Voilà. Alors, Joséphine Goub, vous aussi, cet engagement pour plus de femmes, il est venu progressivement. Je rappelle que vous avez d'abord cofondé Tech Fugees. Et donc, dans cette entreprise qui utilise la tech pour aider les personnes réfugiées, il y avait un programme dédié aux femmes qui, aujourd'hui, a pris de l'ampleur et est devenu une entreprise, une entité à part entière qui s'appelle Systech. C'est ce qui s'est passé pour vous aussi? Cet engagement, il a grandi progressivement? Oui, alors d'abord, on n'est pas une start-up ni une entreprise, on est une association. Une association. C'est un petit peu différent. Grandement différent. Et alors oui, bon, je viens d'une du matriarcat. J'ai grandi avec des femmes fortes dans ma famille et avec un père féministe. Donc, je rejoins un peu le commentaire de Clara. Et aussi, j'ai monté une start-up à Londres en 2012 dans l'algorithmie pour la demande de visa pour les migrants. Et puis en 2014, je me rendais bien compte que j'étais bien seule dans ma start-up en étant fille. Et j'ai eu la même prise de conscience. Et donc, j'ai monté Girls in Tech à Londres. Donc ça a commencé en fait très, très vite, ma prise de conscience que je voulais voir plus de femmes parce que j'avais l'impression d'être vraiment toute seule. Et ce sentiment de solitude est un petit peu agaçant. On a démarré Tech Fugees ensuite parce qu'en 2015, parce que vous connaissez, c'est devenu un sujet d'actualité très fort et que les gens voulaient absolument soutenir ce qui se passait en 2015, ce qui est en train de se repasser dans l'actualité du moment. Ce dont j'ai réalisé dans mon travail en étant femme, c'est que plus on montait des programmes pour aider les personnes réfugiées, moins on avait de femmes, plus on avait d'hommes. Or, 50% des personnes réfugiées sont des femmes, malgré les images. Et donc, j'ai pris la décision, en tant que CEO, de monter un programme entièrement pour les femmes, qui puissent faire face à leurs challenges à elles, et pas les mêmes que celles des hommes. Ça a démarré en 2018. Ça a très vite fonctionné. Il faut savoir que les femmes réfugiées sont en fait beaucoup plus qualifiées que leurs équivalents hommes, pour la plupart du temps. Mais elles sont beaucoup plus loin du marché du travail. Elles vont se retrouver dans des métiers beaucoup moins intellectuels et beaucoup plus, comme on dit, low-skilled, donc avec moins de compétences. Enfin, je ne sais pas comment on dit en français. Ouais. Compétence. Bon, ouais. En gros, c'est un gâchis total. Vous le sentez dans ma voix, ça m'a énervée. Et donc, c'est dans un sentiment de justice sociale, de dire si on va aider une personne, on va aider une femme, on va aider des femmes. Et quand on aide une femme, on aide les enfants, on aide la famille, on aide la communauté. Donc, on va se concentrer là-dessus et ça va faire un énorme impact. Et il y a plein d'associations qui travaillent avec des personnes réfugiées et c'est génial. Et malheureusement, il y a un public plus masculin qui est aidé par ces associations parce que pour X, Z raisons. Et donc, nous, on va se concentrer là-dessus. Comme ça, on va faire une partie du boulot et les autres peuvent continuer leur boulot. Et ça a très bien marché. Aujourd'hui, on est dans 3 pays et on répond à un besoin des entreprises qui veulent recruter des femmes, mais qui veulent aussi recruter de la diversité. Et chez ces femmes qu'on aide, je ne vais pas catégoriser des femmes parce qu'elles parlent toutes une langue différente, parce qu'elles ont des origines différentes, parce qu'elles ont des cultures différentes. Donc, c'est une diversité extrême. Mais ce qui est sûr, c'est que chez ces femmes, on a une expérience de vie qui est celle qu'on peut imaginer. Et donc, quelqu'un qui doit s'habituer à des environnements différents et donc s'adapter. Et s'adapter, c'est de l'intelligence. Et la deuxième chose, c'est souvent, elles parlent 1, 2, 3, 4, 5, 6 langues. Et voilà. Et ça, la tech... l'industrie de la tech adore les gens qui parlent plurilingue parce qu'on se projette sur un marché global. Et donc, quelqu'un qui sait s'adapter, qui sait apprendre d'elle-même et qui dit « j'étais médecin, mais aujourd'hui, mon diplôme n'est pas reconnu en France parce que X... Voilà. Je vais me mettre à la data science ». C'est non seulement de la preuve de courage, mais d'intelligence, d'adaptation. Et en plus, je parle 3 langues. Et ça, voilà. Donc, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a monté. Et aujourd'hui, on s'appelle Systech parce qu'on voulait refléter cette chose qui marche très très bien et cette communauté de femmes qu'on a créée à travers ces pays qui est juste impressionnante et qui dépote.
Alors on va revenir plus en détail sur tout ce que vous faites, toutes les actions que vous menez. Juste, je voulais dire, non mais moi j'ai le problème inverse. J'ai que des femmes dans mon équipe. Il y a des hommes dans la salle. C'est ça, il faut des mecs. Donc il y a les mecs dans la salle. N'hésitez pas, on discrimine positivement toute personne masculine qui candidate chez nous. Et c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet pour nous. On n'est pas divers, mais bon. De la parité, de la mixité. Non, mais si je peux rebondir, je vais dérailler la conversation très vite là-dessus. C'est un vrai sujet pour nous aussi à la French Tech quand on essaie d'engager les entreprises sur les sujets de femmes. Là, on fait une série de workshops sur la parité dans les COMEX, la loi Rixin dont parlait tout à l'heure Stanislas Guérini. Et quand j'appelle les CEO, la première chose qu'ils me disent, c'est « Génial, je suis hyper engagée sur cette question, j'ai envie de vous aider. Par contre, j'imagine que tu veux une femme pour le workshop. » Et je dis bah non, au contraire. Donc pour moi c'est vraiment extrêmement important dans cet engagement que si on veut trouver des solutions, on ne pourra pas les porter toute seule, aussi engagée qu'on soit. Il faut que ça soit un sujet commun avec les hommes, et donc je salue les hommes qui sont dans cette salle parce que c'est grâce à vous qu'on pourra avancer aussi. Alors justement, sur ce sujet de la parité et de ses alliés, les hommes qui sont des alliés, c'est un peu aussi le mantra de l'association Digital Ladies Analyze, Solène Bokian-Ogazu. Je vais peut-être répondre à la question, moi, ma prise de conscience. Donc, en fait, moi, j'ai 15 ans d'expérience comme DRH à l'international chez Shell. Donc, j'étais dans des comités de direction où j'étais toujours la seule fille, parce que comme on a la RH, généralement, c'est la fille. Des fois, c'est la com. Et donc, je me suis retrouvée pendant 15 ans toute seule avec des comités de direction européens, avec que des directeurs commerciaux. Et en 2013, j'ai pris un poste à l'international où j'avais l'Asie. Et dedans, j'avais tout le centre informatique de Shell à Bangalore, donc en Inde. Et il y avait 70% de femmes. Et je me suis dit, mais il y a un problème, parce qu'en France, c'est pas trop ça, quoi. Enfin, j'avais aucune femme à l'informatique. Et en fait, en discutant avec les femmes, l'informatique, parce que en Inde, on est beaucoup avec toute la famille à la maison. Les parents restent à la maison. Et en fait, pour eux, c'était plus facile de pouvoir avoir un job qu'on puisse faire de la maison avec son ordinateur. En plus, il y a beaucoup de problèmes de sécurité quand on rentre le soir, etc. Et donc, les femmes vont plus vers ces métiers parce qu'elles peuvent le faire de chez elles, que c'est plus simple, etc. Donc, culturellement, avoir une femme qui fait de l'informatique, c'est hyper... c'est la normale, quoi. Et moi, en fait, mon engagement féminin, il était dans un premier temps, comme j'étais dans des comités de direction et que j'étais tout le temps la seule femme, moi, j'ai pris le créneau de la loi Copé-Zimmermann et en 2012, j'ai fait une formation pour être administratrice de société. Et donc, j'ai plutôt été sur ce côté-là. Il faut plus de parité dans les CODIR, les COMEX, etc. Et j'ai commencé à être assez présente sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Et c'est là que j'ai commencé à échanger avec des femmes sur le côté tech. Et comme c'était un côté que j'avais dans mon poste sur l'informatique, j'ai commencé à voir les mêmes femmes qui tweetaient et retweetaient, et on se retweetait tous les unes et les autres. Et c'est comme ça que s'est créé notre do tank, les Digital Ladies Analyze. Donc au départ, on était une cinquantaine de femmes à se suivre, se resuivre, et à en fait être porte-voix des unes et des autres. Et on s'est constitué en association, mais on a vraiment un collectif avec des hommes, puisque c'est Digital Ladies Analyze, et on est une force de frappe sur les réseaux sociaux pour augmenter la voix des femmes de la tech. On a une force de frappe d'à peu près 300 000 followers. Pour vous donner un ordre d'idée, quand il y a Vivatech, qui est le premier événement européen sur la tech tous les ans, on est une association, mais on est dans le top 10 des marques les plus influentes de Vivatech, aux côtés de La Poste, de la Société Générale, etc. Donc en fait, généralement, on vient nous voir en nous disant on aimerait avoir de la visibilité, et ça fonctionne. Donc on essaye vraiment de travailler sur ces sujets-là, et moi, j'ai tout de suite été sur ce sujet de la tech, et je me suis engagée parce que je me suis dit, mais pourquoi est-ce que dans d'autres pays, il n'y a aucun problème de parité, et en France, on se met autant de barrières? Et aujourd'hui, la tech, elle est partout. Moi, ce qui a révolutionné
révolutionné ma vie, c'est ça. J'ai une application pour tout. Je peux faire mes courses, regarder mes comptes, etc. Et je pense que ça m'a libérée aussi au niveau de mon équilibre vie pro, vie perso, parce que j'ai 3 enfants et donc il y a énormément de choses à gérer. Et donc, on ne peut pas avoir que des hommes qui nous font des applis pour nous. Voilà. Donc, voilà, surtout pour la liste de courses. Et Petit donc, cliché. Voilà, c'est hyper important d'avoir aussi des femmes sur ces sujets-là. Salma Bakouk, qu'est-ce qui a été pour vous le déclencheur, peut-être Oui. Alors, mon histoire rejoint un peu ce que disaient Joséphine et Clara, dans le sens où j'ai grandi dans un milieu qui nous a toujours... Enfin, mon père est un grand féministe. Ma mère est une femme très forte et très accomplie, et j'ai 2 petites sœurs. Du coup, on a un peu grandi dans ce milieu où il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Vous pouvez faire absolument tout ce dont vous avez envie. Et ensuite, j'ai intégré une école d'ingénieur. C'est là où j'ai commencé en fait à voir le monde en hommes et femmes. J'ai intégré une école d'ingénieur où on était 500 par promotion, on était 15% de femmes. Et là, tout de suite, je voyais les efforts de la direction dont... des sujets tout bêtes, hein. On fait un groupe de travail par projet et d'un coup, attention, il faut absolument avoir une fille par groupe. On avait des directives comme ça et je trouvais ça complètement absurde. Donc déjà, ça, c'était ma première prise de conscience. Je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas des filles qui réussissent ce concours et qui rentrent dans cette école d'ingénieur. Et ensuite, j'ai pris vraiment une autre extrême. Je suis partie travailler en Asie en finance de marché. Et là, j'étais dans une banque américaine où on était une équipe de 35, je pense, et j'étais la seule fille. Et c'était assez... non seulement j'étais la seule fille, mais j'étais aussi entourée de mecs qui étaient très... comment dire ? On va pas utiliser des termes un peu dégradants, mais bon, les blagues sur le sexe... Ah voilà, j'avais droit à ça à longueur de journée. Qu'au final, j'avais moi-même commencé à avoir un peu de ce qu'on appelle internalized misogyny, dans le sens où je trouvais ça absurde qu'une femme vienne travailler en finance, c'était ça ma prise de conscience. Je trouvais que j'étais en train d'être influencée par mon entourage, que j'étais complètement détachée de mes convictions, de mes valeurs, du milieu dans lequel j'ai grandi, qui encourageait les femmes à faire... pareil, voire plus que les hommes. Et c'est là où je me suis dit, il faudra que je fasse quelque chose. Et donc, je me suis réorientée vers la tech, je suis rentrée à Paris. Et j'étais agréablement surprise déjà par la bienveillance dans le milieu de la tech envers les femmes, venant de la finance surtout. Et j'ai monté sifflé, mais je réalise en fait qu'on est vraiment au tout début d'essayer d'avoir et d'inclure plus de femmes dans la tech. Par exemple, quand on recrute pour Siffler, oui, certes, il y a beaucoup plus de femmes qui osent faire des études un peu plus techniques, des mathématiques, de l'intelligence artificielle, etc. Je pense qu'en général, le pourcentage des femmes dans les grandes écoles d'ingénieurs, il ne fait qu'augmenter. C'est une très bonne chose. Mais je le constate en fait dans les yeux de ces filles quand je leur fais passer un entretien qu'elles n'ont pas le même niveau d'appétit au risque que les hommes. J'ai des questions type oui, mais est-ce que dans 4 ans vous allez vouloir m'envoyer aux US ou est-ce que dans 4 ans vous aurez envie que je sois manager et je trouve ça, ça me fait mal au cœur parce que je me dis mais non, il faut vouloir ces choses. Tu peux le faire aussi. C'est pas parce d'ambition. Que voilà, je trouve qu'il y a une question d'ambition. Il y a aussi beaucoup de questions d'appétit au risque. C'est-à-dire que j'ai plus de questions de la part de candidates qu'on interview type et vous allez où dans 5 ans? Est-ce que vous avez assez d'argent? Est-ce que vous avez assez d'investisseurs? Est-ce que c'est un marché porteur? Alors que quand on interview des mecs, des questions comme ça, soit on n'en a jamais, soit c'est plus des questions en mode ok, du coup dans 2 ans je suis lead de l'équipe, c'est ça? Ou dans 2 ans je suis vous allez m'envoyer aux US et je trouve ça désolant parce que si tu es là, si tu passes le même entretien qu'un homme, c'est que tu es autant qualifié que lui. Tu as tout pour réussir. Donc pourquoi tu te mets des barrières dans ta tête en fait? Ouais. Et c'est ça en fait qui m'a... En fait c'était ça ma prise de conscience entre guillemets et qui me pousse aujourd'hui à vouloir vraiment changer les choses parce que je trouve ça dommage. Les femmes on est... Je fais juste... Oui. Pour information, à partir de 6 ans, une petite fille pense qu'elle est moins intelligente qu'un garçon. Il faut le savoir. Ça fait peur. Alors passer justement le triste constat ou la désolation...
Vous vouliez... Elle a dit que tout dépend du milieu où elle évolue cette... Le milieu dépend de Oui. l'éducation, le milieu compte énormément, bien sûr. C'est le système en France qui ne vous a pas permis à vous. Vous avez dit que vous étiez dans une école d'ingénieur, vous étiez la seule. Pourquoi vous n'arrivez pas? Vous avez été en Asie. C'est ça. Ça a ouvert des portes. C'est ça. La mentalité est autre. C'est ça. Vous êtes revenu en France. C'est ça. Et Et là, vous avez pu faire ce que vous vouliez. oui, et je vais vous dire quelque chose. Le système français, au final. Il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de culture. Guérini a bien raison. Il y a beaucoup de culture aussi. À partir de l'école. 100%. Une question d'éducation nationale. Merci beaucoup. Malheureusement, Oui. étant la personne État qui reste dans cette salle, je me permets de dire que les chiffres de nos voisins sont malheureusement tout pareils. Donc, c'est pas une exception française, ce sujet, c'est une exception... Moi, je constate justement beaucoup de jeunes qui partent et après qui reviennent. Après, je vais vous dire, c'est pas juste une question d'éducation. Oui. Je vais vous dire, et c'est un point que j'avais discuté avec Sophie en préparation de l'interview, il y a beaucoup de culturel aussi dans tout ça. Dans le sens où moi, par exemple, j'ai travaillé avec des femmes en Asie américaine. Elles n'ont aucun problème à se montrer, à donner l'exemple. Et mine de rien, ça encourage. Merci beaucoup. Oui, vous voulez intervenir également? Je vois que ça suscite... D'exemples de femmes qui sont mamans qui ont réussi. Surtout pour les jeunes. Alors, ouais, on va effectivement... L'ambition qu'elles ont, c'est de devenir maman, de réussir leur vie de maman, et peut-être après envisager une carrière. Si je peux peut-être... Je t'en prie. Ouais, je peux peut-être rebondir. En fait, c'est le post LinkedIn que j'ai fait hier. En fait, moi, je voulais pas d'enfant, je voulais une carrière. Et en fait, en 2012, j'ai eu la chance, parce que Shell est une boîte anglo-néerlandaise et les Néerlandais sont très très en avance sur ces sujets, d'être intégrée dans un programme de développement des carrières des femmes au sein de mon entreprise. Et le soir, on a dîné avec les femmes big boss de la boîte. Et donc, je dîne avec Carole, EVP, Executive Vice President, Worldwide, machin. Et là, Carole, 50 ans, m'explique qu'elle a 3 enfants, qu'elle a tout géré sans problème, que son mari l'a aidée et tout. Et là, je me suis dit, après avoir... En fait, je l'ai bombardée de questions pendant tout le dîner, quoi. Et après ce dîner, je me suis dit, en fait, ouais, je peux avoir des enfants. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas de rôle modèle et de personnes qui nous disent... Tu peux faire ci, tu peux faire ça. On a tendance à se mettre des barrières ou à s'imaginer des choses. Et moi, c'est ça qui a débloqué les choses. Aujourd'hui, j'ai 3 enfants, quoi. Donc, Alors, voilà, c'est ça. oui. Je pense qu'il faut bien savoir qu'on n'a pas qu'une vie professionnelle, tu vas y arriver. Mais les films, on est pareil. Il n'y a pas de raison. Donc on y va. Effectivement, il y a On 30 toute ans, une on a histoire. 40 ans, on a des enfants, on s'en fout, on y va. Merci. Alors, je suis navrée, il faut qu'on poursuive un petit peu parce que le temps tourne. Merci beaucoup en tout cas pour toutes vos questions et vos partages. Peut-être je me permets juste de dérailler une fois. Mais comme je dois partir à midi, comme ça je réponds juste à ce que demandait cette dame sur la maternité qui me semble important. Donc moi, je suis tombée enceinte 2 semaines avant de commencer mon nouveau poste. C'était pas tout à fait prévu comme ça. Et ça m'a beaucoup inquiétée. Donc je vais pas le cacher. Au début, je me suis dit comment ça va être possible. En plus, c'est un poste où il y a énormément de représentation, de déplacements. Je suis à l'étranger, je suis en France, partout. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Et s'il y a un conseil que je donnerais, je m'étais dit exactement comme toi. Je vais faire une carrière et puis après je ferai des enfants et puis on va faire une séquence, quoi. En fait, ça marche pas parce que la vie, elle marche pas comme ça. Elle marche pas en séquence. Déjà, on sait pas quand ça marche, on sait pas quand ça marche pas. D'avoir un enfant, on peut pas tout planifier. Et quand j'en ai parlé à mon entourage, et donc mon nouveau patron qui est le ministre du numérique, Cédrico, autant vous dire que je faisais pas trop la fière, quoi. Et il m'a tout de suite mis à l'aise et je veux insister sur le fait que c'est pas la responsabilité de la femme qui tombe enceinte, c'est la responsabilité de l'écosystème. Et cet accompagnement, il est extrêmement important. Et je vous rapporte l'anecdote qu'il m'a donnée parce que je la trouve vraiment frappante et si chacun peut s'en rappeler. Il m'a dit, tu prends une règle de 40 cm, c'est à peu près 40 ans de carrière. Et maintenant, tu prends 3 mm, c'est un congé maternité. Ça va aller, non? Super. Alors...
Qu'est-ce que... quand même insister sur quelque chose. Moi, j'ai assisté à beaucoup de débats. Je suis venue parce que justement, je trouve votre initiative intéressante, mais j'ai plus envie. Voilà. Peut-être pour revenir justement sur les politiques de recrutement. C'est terrible, ça. Effectivement, ouais. Clara Chapas, puisque vous devez partir dans pas longtemps. On peut peut-être... Ouais. On peut peut-être revenir là-dessus, justement. Vous parliez du congé maternité, de tous ces sujets-là. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, si on doit parler de levier d'action, justement, pour que ça change? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a parlé aussi, on a évoqué tout à l'heure la loi Rixin. Voilà. Il y a un certain nombre d'actions qu'on mène avec la French Tech qui, je pense, pourront vous être utiles. Sur la part trop faible des femmes cofondatrices, mais c'est pas seulement, malheureusement, la diversité dans la tech, c'est pas seulement un problème de femmes, c'est vraiment un problème de diversité en général, de milieu économique, d'éducation. On est sur un écosystème qui est encore beaucoup trop dans l'entre-soi, avec des gens qui se ressemblent, qui sont des hommes blancs, qui ont fait des grandes études, quoi, si on caricature. Donc nous, on a lancé un programme qui s'appelle Tremplin, et qui vise à accompagner les fondateurs ou fondatrices d'entreprises. Et d'ailleurs, il y a 40% de fondatrices, donc on voit bien que ce n'est pas un problème de vivier, c'est un problème de réseau et d'accompagnement, qui sont issus de milieux qui sont peut-être très éloignés de la tech, qui sont RSA, qui sont réfugiés, qui sont dans les quartiers prioritaires de la ville, et on accompagne près de 300 personnes par an. D'abord via un programme d'accompagnement pour les aider à formaliser leur pitch, leur business plan, etc. Et ensuite 1 an avec un incubateur partenaire et tout un système de mentorat qui va pouvoir les aider. Donc la promotion 2022 vient d'être annoncée, mais je vous invite à vous renseigner, et si certains d'entre vous ont des projets à porter, on rouvrira les candidatures pour l'année prochaine en septembre à la rentrée. On travaille aussi beaucoup avec des associations, Sista, Sistec, et toutes les associations qui sont là que je découvre. Je vous invite aussi à nous contacter. On a ce qu'on appelle un community fund qui permet de soutenir ces associations, de relayer leurs actions et de vraiment les accompagner. Et on travaille de façon plus directe, disons, avec les entreprises qu'on accompagne, nous, qui sont celles du Next 40, CAC 40, pas encore, les futurs, Next 40, French Tech 120, sur vraiment un partage de bonnes pratiques. Je disais en rigolant tout à l'heure, mais le CEO du Next 40, French Tech 120, qui souvent est un homme, a envie de s'investir sur ces sujets. Parfois, en fait, il ne sait pas par où commencer. Il ne sait pas du tout quoi mettre en place. Il ne sait même pas s'il est légitime à s'investir sur cette question. Donc, on organise des ateliers de travail où on partage, c'est bête, mais on parlait de la maternité. Avoir une place en crèche quand on est une entreprise, ça se fait beaucoup dans le CAC 40. Ça se fait très peu dans les entreprises de la French Tech qui sont forcément plus débordées et pas encore acculturées à ces questions. Et en fait, ça enlève un stress énorme aux parents, et il y en a de plus en plus dans ces entreprises, parce qu'on leur offre une solution. C'est pareil avec le congé paternité. D'ailleurs, c'est des entrepreneurs qui ont poussé le Parental Act et l'allongement de ce congé paternité qui a ensuite été adopté par la loi. Donc, il y a vraiment plein de choses à faire et on les accompagne de cette façon. Lucille Hoffman, pour reprendre... Du coup, je suis vraiment désolée. Vous devez partir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Lucille Hoffman, justement, on parlait, j'aimerais bien qu'on puisse prendre le temps, et le temps tourne, de parler des différentes actions que vous pouvez mener, notamment au sein d'un grand groupe. Qu'est-ce qu'on fait chez Engie? Alors, OK, il y a une femme qui est PDG, une femme du CAC 40, OK. Est-ce que ça suffit pour faire venir des femmes? Et sinon, en fait, qu'est-ce que vous faites pour les faire venir? Ce serait chouette, si ça suffisait juste d'avoir Catherine. On prendrait Catherine, on l'emmènerait avec nous partout, tout ça, ce serait super. Je vais lui proposer, je pense qu'elle va adorer. Non, non, ça suffit pas, forcément, ça suffit pas. D'abord parce que je pense que la société n'est pas encore tellement habituée finalement à avoir une femme dans ces postes-là. Alors, ce que je disais tout à l'heure, ça s'améliore parce qu'il y en a 2 autres qui la rejoignent cette année. Donc l'œil va s'habituer de plus en plus à les voir dans le paysage économique et dans le paysage tout court. Mais pour l'instant, c'est pas tout à fait le cas. Donc non, ça ne suffit pas. Et donc chez Engie, on fait plein de choses. En fait, on fait des actions globales et puis des actions plus locales. Alors, je ne vais pas vous les donner toutes parce qu'il y a beaucoup de choses chez Engie. Vous imaginez bien, dans un groupe de 170 000 personnes. Et contrairement au Next 40, en fait, on est très organisé. On a des processus et des politiques internes.
et des gens qui travaillent sur ça, en fait, dont la vocation est de travailler sur ces sujets-là. Donc j'ai choisi en fait de vous parler de choses alors qui sont mises en place depuis très longtemps. Par exemple, on a depuis très longtemps une initiative qui s'appelle WIN, qui est une initiative autour des femmes. C'est le réseau des femmes d'Engie. Donc c'est vrai que dans les groupes du CAC 40, généralement, il y a des réseaux de femmes. Donc nous, on en a un, il s'appelle WIN, qui est à la fois une initiative globale du groupe et aussi locale, parce que ça se décline par entité et puis au niveau du terrain. Et les femmes, il y a plusieurs groupes, en fait, WIN. Dans le réseau, il y a plusieurs groupes. Et les femmes se réunissent et ça leur permet de s'informer, de parler entre elles, de s'entraider, de se former. Voilà. La communication et l'information dans un grand groupe, c'est juste fondamental. Et donc, le fait juste de pouvoir se parler de femme à femme. Alors, on invite des hommes aussi, bien évidemment, dans les groupes de temps en temps, mais les groupes sont quand même des groupes féminins. Et ça, c'est déjà un point de démarrage et ça permet d'avoir une culture féminine qui se met en place. D'accord ? Et en plus, cette initiative qui est portée à haut niveau, elle permet finalement à l'entreprise de connaître les femmes et de les intégrer dans les autres processus. D'accord ? Donc c'est très important parce que, je sais pas, quand on fait un exercice de stratégie, on va demander aux young professionals de faire l'exercice de stratégie et puis on demandera à des groupes WIN spécifiquement. Ça permet de les identifier. Voilà, ça permet d'identifier et de faire porter la parole féminine. Donc ça, c'est un exemple. Après, plus récemment, donc dans nos engagements, là tout à l'heure, je parlais des engagements que Engie prenait, j'allais dire pour son travail sur l'énergie. On a aussi des engagements financiers et extra-financiers, comme tous les groupes du CAC 40. Et dans un de nos engagements, de nos objectifs extra-financiers, donc validés par le conseil d'administration du groupe, on en a pris un très récemment qui est de passer à 50% de femmes managers à l'horizon 2030. Ce qui est très, très, très rapide en fait. 2030, c'est juste demain, quoi. Pour les managers, c'est ça. Pour la catégorie des managers. Donc, pourquoi cette catégorie-là est importante ? Donc les managers, ce qu'on entend par manager, c'est l'encadrement. Donc on a 45 000 encadrants dans le groupe. D'accord ? Pour l'instant, on a 20... attendez, que je ne vous dise pas de bêtises sur les chiffres. On a 25% de femmes dans cette catégorie spécifique d'encadrement. L'objectif, c'est d'en avoir 50 en 2030. Donc en 8 ans, il faut qu'on ait 50%. Et c'est un objectif extra-financier qui est attaché, donc qui a été validé par le board et qui donc fait partie des objectifs du groupe. Donc ça va bien évidemment, quand on prend un objectif comme ça se décline, ça doit se décliner dans un plein d'actions dans le groupe, de la formation, de l'accompagnement, du recrutement. Il faut recruter des femmes. C'est pour ça que des écoles comme 42 sont très importantes, parce que quand on dit il y a 50% d'encadrants qu'on veut être femmes, chez nous on a des métiers qui sont très technologiques, très techniques, et nos populations techniques, ce que je vous disais tout à l'heure, elles ne sont pas féminines, elles ne sont pas féminisées. Quand on est dans une unité de réseau de show, de production de show sur un réseau de show, il n'y a pas beaucoup de femmes. On en a des très bien, et voilà, mais elles ne sont pas nombreuses. Voilà. Donc ça, il faut qu'on travaille là-dessus, il faut qu'on fasse rentrer, parce qu'il va pas juste falloir avoir 50% de femmes dans les fonctions support qui sont déjà très féminisées, mais c'est surtout dans nos fonctions opérationnelles et dans nos fonctions technologiques. Voilà, donc ça se décline dans plein de choses. Et puis juste pour finir, parce que je ne vais pas garder la parole trop longtemps, il y a d'autres types d'actions, et ça, je salue Yasmine, parce que c'est elle qui a porté ce beau projet pour nous chez Engie. Et c'est une femme, donc c'est une jeune femme de l'entreprise. On fait aussi ce type de choses. On a publié ce livre l'an dernier qui s'appelle Les Digital. On a interviewé 25 femmes du digital dans l'entreprise.
Et on a travaillé avec Fabienne Legrand, là, qui est une illustratrice, pour faire ce petit fascicule qui est très sympa. On en a amené quelques exemplaires. Pour ceux que ça intéresse, on vous le donne bien volontiers. Et c'est très sympa, vous verrez, c'est un peu humoristique. Et ça reprend tous les clichés. Et ça permet juste de... Voilà, c'est sympa, quoi. Voilà, c'est très sympa à lire. Voilà. Merci beaucoup. Joséphine, peut-être, est-ce qu'on peut revenir sur la façon dont vous accompagnez ces femmes réfugiées? En quoi consiste l'accompagnement, en fait? Sur quoi elles ont besoin d'être aidées? Il y a 3 piliers à notre accompagnement: networking, mentorat, formation. C'est pas des femmes qui manquent de motivation, c'est pas des femmes qui manquent de compétences, elles manquent de réseau, parce qu'elles arrivent en France ou en Italie ou en Grèce ou ailleurs, elles ne connaissent personne. Elles manquent d'un français qui est, on va dire, on peut parler le français, on peut le comprendre, mais il y a aussi le français un peu culturel, de qu'est-ce que les bons mots à dire en entreprise, etc. Donc il y a la partie mentorat. Et puis il y a la partie formation où on va prendre des femmes qui étaient anciennement avocates, journalistes, etc. et apporter une brique pour qu'elles puissent transférer leurs compétences qu'elles avaient dans leur métier, dans un métier du digital. Ces métiers du digital qu'on a choisis sont ceux qui sont porteurs sur le marché actuellement. On les revisite chaque année. Donc, cybersécurité, data science, web dev, UX, UI, etc. On en a 6. On va les revoir encore l'année prochaine. Et ce sont des métiers pour lesquels on leur apprend 1 ou 2 logiciels très concrets une entreprise prend la personne en disant ça va me faire gagner un temps fou et sur lesquels elles peuvent monter. Parce que le constat de départ, c'est de dire elles ont la compétence d'apprendre très vite et donc on veut qu'elles rentrent, elles mettent le pied dans une entreprise le plus vite possible et ensuite elles progressent dedans. Il s'agit de les mettre durablement. C'est ça, vous les suivez sur la durée, quoi. Et on les suit sur la durée. Et il y a 2 jours, la promo de 2021, pitchée là à Raise Lab dans Paris, et c'était assez impressionnant parce que vous avez des femmes qui, ça fait peut-être 1 an qu'elles parlent français, elles sont en train de pitcher devant des entreprises. Voilà, je veux ma carrière dans l'analyse data, je parle 6 langues dont le français. Et aujourd'hui, je suis à Leroy Merlin, mais avant j'étais ingénieure en chimie et je viens de Kaboul. Et prenez-moi. Et ça marche parce qu'elles ont la motivation, etc. Donc ça repose là-dessus et c'est 6 mois. Et voilà. Qu'est-ce qu'elles faisaient? C'est quoi leur profil initialement à ces femmes-là? Elles font quel métier quand elles arrivent en France? Les métiers dans lesquels elles finissent, alors c'est pas du tout pour avoir un jugement sur ces métiers-là, hein, je veux bien le dire. C'est juste que quand on est avocate reconnue dans son pays et qu'on est invité on fait partie de l'élite d'un pays ou pas de l'élite, mais d'une classe haute et qu'on se retrouve caissière à Monoprix, c'est un sentiment de déclassement terrible en interne et donc manque de confiance en elle, et dépression, en plus du trauma de la guerre, etc. Donc c'est très difficile à vivre pour elle et c'est vrai que pour elle c'est souvent notre programme vraiment on leur rend pas la dignité parce qu'elles l'ont. Mais on leur fait reprendre confiance que c'est possible, qu'elles vont y arriver et elles reviennent chercher la résilience qu'elles ont au fond d'elles et on essaye de... Ce qui a été dit de toute façon, c'est une histoire on crée le contexte dans lequel elles vont pouvoir reprendre les pieds debout parce qu'elles sont fortes. Et c'est ça qui nous intéresse. On n'a pas mis un axe formation très très fort sur notre programme parce que c'est pas un manque de compétences dont elles apprennent très facilement. C'est la capacité d'apprendre qui est valorisée dans ce secteur du digital et c'est pas les connaissances ni le diplôme, c'est combien tu peux apprendre à quelle vitesse. C'est ça qui est apprécié et c'est pour ça qu'on fonce là-dessus. Et elles y trouvent un intérêt aussi économique au final, contrairement à d'autres métiers. La tech rémunère, quoi. La tech rémunère, ça peut les remettre dans un métier qui a du futur, puisque je suis pas sûre que il y a des métiers. Je reprends un peu l'exemple de la caissière Monoprix, où je suis pas toujours sûre que ça va aller très loin avec les machines qui se développent, etc. Et ce qu'on voudrait pas, c'est les remettre dans un métier qui va les rendre précaires et qui va ensuite être remplacé par une machine. Donc on veut aussi les mettre dans le futur. Et c'est des secteurs sur lesquels ensuite, en plus, qui deviennent assez puissants. Donc on veut que ces femmes deviennent puissantes et puissent avoir leur voix dans des entreprises comme ça. Donc c'est très très important pour nous qu'elles fassent partie du futur. Parce qu'on pourrait être 2 fois réfugiés de la société, mais réfugiés du digital. Et ça, ce serait... c'est pas possible en fait. On peut pas se permettre ça. Salma, vous faites partie d'un nouveau programme de Station F
qui s'appelle Female Founders Fellowship, oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en parler et pourquoi vous faites partie de ce programme-là? Oui. Alors, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Station F, c'est un incubateur tech. Donc, ça accueille 1000 startups par an, il me semble. Et le but, c'est de les accompagner dans la phase pré-amorçage, amorçage. Donc, ça donne accès à un réseau, à des mentors. Ça met en relation avec des investisseurs. Ça aide dans le recrutement, etc. Donc, c'est vraiment pas mal. Je trouve que c'est une super initiative d'avoir ça en France. Et d'ailleurs, c'est dirigé par une femme. Voilà, donc le Female Founders Fellowship, donc sifflé, nous on est incubé chez Station F et on a été sélectionné pour faire partie de ce programme que Station F vient de lancer qui s'appelle le Female Founders Fellowship. Donc qu'est-ce que c'est que le Female Founders Fellowship? C'est au FFF, c'est un programme de 16 startups qui ont au moins une femme dans l'équipe fondatrice ou C-level, donc CEO, CPO, CTO, etc. Et l'idée, c'est donc de les accompagner en leur donnant accès à un coaching qui est très spécifique. Parce que ça aussi, c'est un problème que moi, je trouve beaucoup dans la tech, c'est que on a envie de mettre les femmes en avant, on a envie qu'elles créent des boîtes, on a envie qu'elles fassent de la deep tech, de la green tech, etc. Mais derrière, on oublie que coacher une femme et coacher un homme, c'est complètement différent. C'est pas le même process. Coacher une femme, il y a beaucoup d'enjeux, de remettre en confiance, d'expliquer des choses comme ce que disait Solène tout à l'heure, des discussions toutes bêtes, type oui, tu peux avoir une carrière et tu peux avoir des enfants. Oui, tu peux aller à l'étranger et garder ta relation, ou enfin des trucs tout bêtes comme ça, des sujets qui sont très propres à la femme. Et donc le but de ce programme de Station F, c'est justement de customiser ce mentorship en faisant appel à des femmes qui ont à des femmes rôle modèles, à des hommes qui se sont engagés sur des sujets women in tech, etc. Donc c'est vraiment une super opportunité, hein. Je suis très contente d'en faire partie. Il faut qu'il y ait plus de rôle modèles. Il y en a, mais il n'y en a pas assez. En fait, ça rejoint le point que j'ai essayé de faire tout à l'heure sur la culture. Les rôles modèles, on n'en manque pas tant que ça en France. Il y en a. C'est juste que c'est dans la culture d'être un peu timide et de limite penser que être dans le self-promotion à l'américaine, c'est pas quelque chose qu'une femme française fait. On a tendance à un peu sous-vendre ce qu'on fait. On a tendance à se dire non, si je fais ça, c'est un peu trop masculin ou c'est un peu trop arrogant, voilà, merci. Alors que non, tu te sers toi-même, c'est self-promotion, ça t'aide à aller plus vite dans ta carrière. Si tu es chef d'entreprise, bah, ça aide ton entreprise, etc. Mais ça aide surtout à créer des rôles modèles, hein, à donner de l'exemple à d'autres femmes qui, elles, sont dans le doute. Ou dans, Je rejoins le commentaire, on ne manque pas de rôle modèle. Si on prend l'écosystème, Station F, Roxane Varza, elle a été enceinte pendant qu'elle a monté Station F. France Digital, Maya Noël, enceinte aussi. Maintenant, on a Clara Chapaz, enceinte. Enfin, voilà, on a des rôles modèles. Et j'accentue le côté enceinte, mais je pense que c'est vraiment le plus grand challenge pour une femme dans sa carrière. Enfin, en tout cas, c'est mon opinion. Peut-être que j'ai tort. Mais, et donc, j'insiste sur qu'on a 3 femmes qui représentent l'écosystème en France, qui est une chance absolue. Et toutes ces femmes sont passées par l'expérience de la grossesse et tout va bien. Donc il nous faut plus de rôle modèles enceintes. On en a. En fait, il faut les mettre en avant. Il faut les mettre en avant. Ouais, mais elles veulent pas se mettre en avant. Voilà. Ça c'est la culture. Il y a le tabou de. Ça c'est la culture. Dans l'entreprise. Ça c'est la culture. Et moi, ma prise de conscience vis-à-vis de ce problème de culture, c'était quand j'ai travaillé à l'étranger et que j'ai vu que j'étais entourée de femmes américaines, anglaises, australiennes, etc. qui réussissent autant, voire moins que les femmes que tu as citées, Joséphine, mais qui se mettent en avant 10 fois mieux. Tu les vois dans toutes les interviews, elles sont invitées par Vogue, elles se mettent en avant. Okay. Et ça, c'est dommage. Ouais. Je pense qu'il y a un temps de le faire, de passer à l'action. Puis il y a aussi le fait qu'on pense beaucoup à notre place. Enfin, moi, pour avoir été DRH et avoir été dans des comités de plan de succession de carrière, j'ai eu très souvent à intervenir parce que sous couvert de bienveillance,
bah on va pas lui proposer ce poste-là, il y a trop de déplacements, ça va être trop compliqué pour elle et tout. Et le nombre de fois où j'ai dû intervenir en disant mais vous lui avez posé la question juste et donc voilà, donc il faut aussi expliquer aussi à ces messieurs que des fois on a envie de faire des choses qui leur paraissent extraordinaires et qu'on peut le faire. Donc l'intérêt d'avoir des managers femmes aussi. Oui, plus de managers. Et bien souvent ça a changé. Et c'est vrai que il y a un très très gros problème culturel en France. Il faut savoir qu'on est 62e sur 65 des pays de l'OCDE au niveau de la confiance en soi. Donc c'est un vrai sujet qui est encore plus chez les filles. Et moi, c'est vrai que ma prise de conscience, ça a été quand j'ai eu un poste européen et que du coup j'étais toutes les semaines à La Haye et que je voyais tous mes collègues networker, lever la main à toutes les conférences, faire genre j'ai une super idée. C'était que du bullshit, mais voilà, ils le disaient. Et là, en fait, alors qu'en France j'avais une manager qui me disait oui Solène, tu parles peut-être un peu trop, ce serait bien de... Et en fait, le jour où j'ai eu un manager hollandais, ma vie a changé. Alors, les soft skills, justement, c'est ce que vous développez avec Soft Kids. Ouais. Justement, cette idée de confiance qu'il faut travailler dès le plus jeune âge. Il faut travailler. Donc, moi, mon entreprise, c'est une application pour cultiver les compétences socio-comportementales, donc les soft skills des enfants dès 7 ans, via des mini-jeux, donc la confiance en soi, la persévérance, l'esprit critique, etc. Puisque, en fait, aujourd'hui, ce qui fait vraiment la différence en entretien, c'est les soft skills. Et pour moi, pour être bon dans la tech, il faut avoir des soft skills. Moi, mon CTO, quand il est arrivé, il avait une grosse appétence pour la tech. Il n'avait jamais codé une appli. Mais c'est le débrouillard en chef quand je lui demande un truc, il va me dire Solène, je peux pas forcément le faire, mais j'ai 3 autres options. Voilà, il arrive. Donc en fait, savoir résoudre des problèmes, être capable de collaborer avec d'autres personnes. C'est vrai que je pense, par exemple, en entretien, quand on est une femme sur un job tech, je pense que tout de suite, la personne qui recrute va se dire est-ce que cette personne va être capable de bien s'intégrer dans l'équipe ? Parce que évidemment, ça va être une équipe souvent à 90% masculine. Donc comment la personne elle va faire pour s'adapter aux autres ? Donc voilà, donc ça c'est hyper important à travailler et c'est très important de mettre en avant les compétences socio-comportementales que vous avez, aussi bien collaboration, résolution des problèmes, esprit critique, créativité, etc. lors de l'entretien, parce que c'est comme ça que vous allez faire la différence. Et c'est aussi des compétences qui sont des compétences que vous allez pouvoir développer dans la durée et qui seront valables dans la durée, alors que aujourd'hui, tout ce qui est compétences tech, il faut pratiquement faire des mises à jour tous les ans. Il faut savoir qu'un diplôme était valable 80 ans dans les années 70. Aujourd'hui, un diplôme est valable 3 ans. Donc, il faut absolument se renouveler. Et la compétence numéro 1 du 21e siècle, c'est apprendre à apprendre. La compétence numéro 1 de la tech, c'est apprendre à apprendre. Alors, cette conférence va bientôt toucher à sa fin. Ce que j'aimerais, c'est juste que chacune, peut-être d'entre vous, vous partagiez votre call to action. Qu'est-ce que vous auriez envie de passer comme message pour qu'il y ait plus de femmes dans la tech, pour peut-être ces jeunes filles qui sont parmi nous et pas que, puissent s'imaginer rejoindre une carrière tech. Lucille, je vous vois. Est-ce que vous auriez envie de partager un message ? Ouais. Moi, je pense qu'il faut avancer avec ses convictions. Voilà. Et on a vu là des femmes, des jeunes femmes agir sur le sujet du changement climatique notamment. Et juste ce sujet-là, par exemple, c'est un sujet que personne ne peut ignorer. Hein. Hommes, femmes, enfants, tout le monde, on est tous dans le même bateau là. Et moi, je me dis que si on a la conviction qu'on veut sauver le monde, qu'on veut, par exemple, faire quelque chose pour le changement climatique, c'est ça le fondement, et que peut-être que c'est en codant que je vais y arriver et pas en étant activiste. Ça dépend de qui on est. D'accord ? Donc, y a des gens qui sont activistes parce que c'est ça qui les porte. Très bien, on n'est pas tous activistes. Voilà. Par contre... on est peut-être codeur, on est peut-être, je sais pas, moi, web. Non, mais on peut être data scientist. Et ça, en fait,
ça a eu aussi une utilité sur la conviction de changer le monde. Et voilà. Donc c'est peut-être en faisant ça qu'on va faire changer le monde. Donc allez-y, quoi. Si vous avez des convictions, trouvez le meilleur moyen qui va soutenir vos convictions. Ce sera peut-être d'être activiste. Mais pas que. Joséphine. Ou activiste. Voilà. Alors, je suis pas... Ouais, bah ouais. Je suis... Non, mais... J'allais dire, Angie parle forcément de biodiversité et d'environnement. Alors, je ne sais pas du tout vous répondre. Mais alors, je vais vous donner ma conviction. C'est que je pense que les technologies nous aident, oui, à comprendre ce qu'on est en train de faire sur cette planète et ensuite à travailler sur les meilleurs moyens de faire autrement. Voilà. Ah ben oui, je pense que ça nous aide vraiment à avancer, hein, vraiment. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller. Mais c'est ma conviction. On va... Ouais. Joséphine, peut-être, vous auriez une dernière chose à dire. Je pense qu'il y a une vague très forte, mouvement de fond, pour que les femmes rentrent dans la tech. Prenez la vague, allez-y. Prenez-la. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Non mais je le sens. Depuis que j'ai monté Girls in Tech, je le vois et je suis très contente. Ça avance à une vitesse. Les gens disent ça avance pas, mais bien sûr. Ça prend le temps. Et embarquez les hommes et entourez-vous bien d'hommes et de femmes. On le fera pas seul. On le fera pas qu'avec des femmes. Solène. Moi, j'ai un seul conseil, arrêtez de vouloir être parfaite et de vouloir maîtriser 100% des choses avant d'y aller. La tech, pour moi, c'est de la bidouille, c'est comme du garage. On y va, on teste, on scratch. Moi, avec mon développeur, on en est à notre 6e onboarding de l'application. Je me réveille le matin, je lui dis à chaque fois, c'est comme une envie de tout changer, les meubles dans l'appartement. On va tout changer. Et donc, vous y allez, vous bidouillez. C'est pas grave si c'est pas parfait. On teste, on refait, etc. Il n'y a pas besoin de tout maîtriser pour faire. Salma. Alors moi je vais finir sur une recommandation de lecture. Il y a un livre qui s'appelle Lean In de Sheryl Sandberg qui est Chief People Officer je pense de Facebook. Voilà. C'est un super bouquin pour se motiver, et aussi pour les femmes comme vous qui peuvent servir de rôle modèle mais impressionnant. Comme dit Cheryl, lean in et sit at the table. C'est vraiment en se montrant, en servant de rôle modèle, en s'investissant surtout pour servir de rôle modèle, en pensant aux futures générations de femmes, qu'on va convaincre les femmes oui, on est aussi intelligente que les hommes. Et on a beaucoup plus de talent que ça. On sait multitasker, on sait tout faire. Donc, on est bon. Merci beaucoup. Merci à toutes. Bravo.